Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de venir à Bruxelles, dans cette belle enceinte, et d'essayer de vous donner un éclairage historique sur cette question de la paix, de l'engagement pour la paix au XIXe et XXe siècle. Les historiens ont plutôt eu un regard assez sévère à l'égard du pacifisme. Deux grands historiens français qui ont été les maîtres de l'histoire des relations internationales, Jean-Baptiste Durosel et Pierre Renouvin, ont consacré dans leur introduction à l'histoire des relations internationales, parue dans les années 60, mais régulièrement réédité, un chapitre au sentiment pacifiste, parmi les forces profondes chargées, en quelque sorte, d'alimenter le moteur de l'histoire. Et finalement, au terme de ce chapitre, ils vont conclure à une influence très faible du pacifisme dans l'évolution des relations internationales. Ils écrivent « À aucun moment, les idées pacifistes n'ont retenu sérieusement l'attention des gouvernements, qu'il s'agisse de l'arbitrage, du désarmement ou de l'organisation d'un système d'institutions internationales. » On voit donc que le jugement est assez sévère et finalement, quand les historiens s'intéressent au pacifisme, c'est surtout pour en relever l'influence négative. Le pacifisme serait notamment responsable de la faiblesse des démocraties face aux dictatures dans les années 30. Et ce qui explique qu'en France et dans d'autres pays, on a eu beaucoup de mal ensuite à faire une histoire des pacifismes, puisque l'on a associé finalement la période de la défaite avec l'action des mouvements pacifistes. En réalité, cette approche assez critique a été progressivement remise en cause, et il faut bien dire que c'est sous l'influence du monde universitaire anglophone qui a considérablement réévalué les apports des courants pacifistes à la construction de notre système international. Car si l'on a bien souvent tendance à souligner les échecs de la coopération internationale, des organisations multilatérales, il faut aussi rappeler combien, finalement, ces histoires de droit international, d'institutions intergouvernementales sont de création récente à l'échelle de l'histoire européenne. La paix est donc une invention moderne, récente, et je pourrais citer un juriste britannique, Henry Maine, qui, en 1888, utilisait cette formule que j'ai paraphrasée. « La guerre semble aussi vieille que l'humanité, mais la paix est une invention moderne. » Longtemps, effectivement, chez les Européens, a prévalu la conviction que la guerre était un phénomène constant de l'humanité et que de recourir à la force armée, finalement, était un moyen légitime de trancher une querelle. Malgré tout, c'est bien en Europe et dans, je dirais, l'Amérique du Nord, qui est un peu une prolongation de l'Europe à cette époque-là, que finalement, au XVIIIe, XIXe siècle, va se développer une réflexion sur la guerre et sur la paix qui va, en quelque sorte, constituer un corpus d'idées qui, je dirais, établit le débat sur la guerre et la paix dans des termes qui nous sont encore assez familiers. Donc, une invention de la paix que l'on pourrait en quelque sorte situer au XVIIIe siècle pour, je dirais, la multiplication des projets de pacification universelle. Mais il faut bien dire qu'à cette époque, ces projets n'exercent guère d'influence sur les dirigeants européens et sur la conduite des affaires européennes. C'est finalement plutôt dans le dernier tiers du XIXe siècle, au tournant du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, avec le développement d'un pacifisme beaucoup plus solidement organisé, que l'on va assister finalement à une influence plus nette des idées de paix dans le débat public et finalement dans les décisions politiques. Donc, mon intervention va essayer de vous montrer comment ces idées pacifistes, qui débordent bien largement de la simple opposition à la guerre, ont pénétré cette sphère décisionnelle et ont partie façonné la politique internationale. Alors, tout d'abord,
on peut dire que la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle la Belle Époque, et le début du XXe siècle, donc, marque un moment clé de cette histoire. C'est l'époque où triomphe finalement l'idée, chez bon nombre d'Européens, que le système international doit être réformé, son caractère anarchique étant en quelque sorte facteur de troubles et de conflits. Donc le combat pour la paix à cette époque-là vise à échafauder un nouvel ordre international qui reposerait sur le droit et non plus sur la force et l'équilibre des puissances. Je prendrai par exemple la formule du président de la Ligue internationale de la paix et de la liberté, le français Émile Arnaud, qui, donc c'est une organisation qui a été fondée en 1867 et qui évoque ainsi le rôle des défenseurs de la paix. Donc selon lui, les défenseurs doivent substituer à l'anarchie internationale qui met les peuples à la merci de la force une organisation scientifique et juridique des États qui permettent la suppression de la guerre et la solution par le droit des différends internationaux. On voit combien on est dans cette époque marquée par le scientisme et combien la paix est une science qui fonctionne avec des règles et notamment l'apport de la science juridique du droit international qui est à cette époque-là en plein essor. Le projet donc de paix par le droit constitue le cœur de la doctrine pacifiste à la Belle Époque. Et il s'agit en quelque sorte, dans l'esprit de ces militants de la paix, de transposer au niveau international le processus de judiciarisation qui est advenu à l'intérieur des États, dans l'ordre interne, et qui a permis finalement la pacification des rapports sociaux. Charles Richer, prix Nobel de médecine, mais grand pacifiste français, dit « Plus on examine cette question du droit international, plus on se persuade qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre le droit des individus et le droit des nations. » Et finalement, on retrouve cette idée plus tard dans l'idée de société des nations qui est développée par Léon Bourgeois notamment. Finalement, les nations doivent faire société. Il y a là donc un processus de civilisation, de culture, et les États ne sont plus dans ce rapport d'anarchie tel qu'ils ont souvent eu l'occasion de vivre autour de leurs relations internationales. Donc, organiser la paix, c'est établir la justice entre les nations. Voilà ce que dit encore Émile Arnaud. Et effectivement, dans ce combat, les pacifistes entendent jouer un rôle très actif dans la promotion du droit international qui représente à cette époque-là, je dirais, l'objectif, le grand espoir des pacifistes. Et d'ailleurs, ces pacifistes entretiennent une grande proximité intellectuelle avec les milieux des juristes. Le juriste allemand Walter Schücking dit par exemple que le mouvement de la paix et la science du droit doivent marcher main dans la main. Le premier, c'est-à-dire la paix, le mouvement de la paix, servant d'aiguillon au progrès du second, c'est-à-dire de la science du droit. Alors parmi cette science juridique, évidemment, le point le plus important avant 1914, c'est l'idée du développement de l'arbitrage international, qui a été prôné de longue date déjà par les milieux pacifistes américains et britanniques, et dont l'usage se développe au XIXe siècle, et qui a donc toute la faveur des militants de la paix. Le Congrès universel de la paix, qui réunit des pacifistes du monde entier à Chicago en 1893, vote la création d'un comité permanent en vue de réaliser l'idée d'une cour permanente d'arbitrage. On est en 1893 et l'année suivante, en 1894, le Congrès d'Anvers, le Congrès universel de la paix d'Anvers, approuve un code de l'arbitrage international en 71 points, qui est très inspiré du Code civil français et des travaux de l'Institut de droit international. On voit la liaison encore entre les milieux pacifistes et les juristes internationalistes. Autre institution du pacifisme qui touche cette fois-ci les milieux parlementaires, c'est l'Union interparlementaire qui a été créée en 1889 et qui, dans sa session de 1895, qui se tient d'ailleurs à Bruxelles, adopte un projet de cour permanente d'arbitrage international devant laquelle les États pourraient donc porter leurs litiges.
Le baron Descamps, juriste et sénateur belge qui a présidé cette manifestation, est ensuite chargé de rédiger un mémoire aux puissances sur l'organisation de l'arbitrage international qui est adressé à tous les gouvernements européens. Aucun gouvernement, il faut bien le dire, ne va prendre l'initiative d'établir une telle cour. Mais peu de temps après, en 1898, le tsar de Russie, Nicolas II, va lancer l'invitation d'une conférence internationale de la paix qui se tiendra à La Haye. Cette idée de conférence internationale de la paix va déclencher bien des sarcasmes dans les chancelleries européennes, mais en même temps, elle suscite dans les milieux pacifistes une intense mobilisation qui est destinée à assurer son succès. Une pétition circule en faveur de cette conférence et par exemple en Belgique, cette pétition rassemble 100 000 noms. De surcroît, certains des représentants officiels des États qui vont siéger à La Haye de mai à juillet 1899 sont des figures notoires du mouvement de la paix. Léon Bourgeois, Paul Destournelles de Constant du côté français, le baron Édouard Descamps du côté belge par exemple, dont le projet, dont je parlais tout à l'heure, a servi en quelque sorte de base aux discussions sur la création d'une cour permanente d'arbitrage. Puisque l'un des résultats principaux de cette première conférence internationale de la paix de La Haye, c'est justement d'aboutir à une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le but de cette conférence était d'aboutir au désarmement. Sur ce point, elle a totalement failli. Là où elle a quand même apporté des résultats concrets, c'est dans le domaine donc du règlement pacifique des conflits internationaux et la création d'une cour permanente d'arbitrage, telle qu'elle était réclamée par les milieux pacifistes auparavant. Et donc, cette convention va codifier l'arbitrage facultatif, là est le mot évidemment important, mais offrir désormais aux États une cour permanente d'arbitrage où ils pourront régler leurs querelles. En réalité, cette cour tarde à être utilisée par les États. Pourtant, le tournant du XXe siècle est marqué par un certain nombre de conflits internationaux et on pourrait imaginer qu'elle aurait pu servir. Il n'en est rien. Et Paul Destournelles de Constant, qui en France est un peu un des champions du mouvement pour la paix, Paul Destournelles de Constant, qui était un parlementaire, sénateur de la Sarthe et qui en 1909 a obtenu le prix Nobel de la paix, Paul Destournelles de Constant s'alarme de cette situation, de ce nouvel outil à la disposition des États et qui n'est pas utilisé. Et il va s'employer à convaincre le président des États-Unis, qui est à cette époque-là Theodore Roosevelt. Il effectue un voyage aux États-Unis en 1902 et il obtient de Roosevelt que celui-ci veuille bien confier à la Cour de La Haye un premier conflit à juger. En réalité, il s'agit d'une vieille réclamation de 40 ans qui opposait les États-Unis et le Mexique. C'est l'affaire dite des fonds pieux de Californie, mais qui fournit finalement à la Cour sa première affaire. Et de fait, la Cour permanente d'arbitrage va prouver progressivement son utilité avant 1914. Elle va régler une douzaine d'affaires entre 1902 et 1914, dont une affaire qui oppose la France et l'Allemagne, celle des déserteurs de Casablanca, et qui a été tranchée donc par la Cour de La Haye par une sentence arbitrale en mai 1909. Paul Destournelles de Constant, qui s'en réjouit évidemment, dit qu'en d'autres temps, cette affaire eût suffi pour déchaîner la guerre et que désormais elle est réglée pacifiquement. D'autre part, la conférence de La Haye 1899 n'avait pas réussi en quelque sorte à promouvoir l'idée de l'arbitrage obligatoire, notamment du fait de l'hostilité de l'Allemagne. Pour autant, la Convention, dont je vous parlais tout à l'heure, avait, dans son article 19, prévu que les puissances signataires puissent conclure entre elles des accords d'arbitrage obligatoires pour tous les cas qu'elles jugeraient possible de lui soumettre. Là encore, cette convention avait ouvert une possibilité, mais en réalité, les États n'avaient pas jugé bon d'aller dans ce sens et de conclure entre eux des traités d'arbitrage obligatoires. Là encore, l'action de Paul Destournelles de Constant
va être important. Il a fondé au sein du Parlement français un groupe parlementaire de l'arbitrage international qui essaie de faire pression en faveur de cette idée de l'arbitrage. Et il va s'entendre avec un groupe équivalent en Grande-Bretagne, on est avant l'entente cordiale de 1904, et sur l'initiative de ces parlementaires français et britanniques, la France va signer le 14 octobre 1903, avec la Grande-Bretagne, une convention en faveur de l'arbitrage obligatoire. Et finalement, cette convention signée en 1903 va en quelque sorte ouvrir un mouvement en faveur de l'arbitrage international, et 162 traités vont être conclus, certes prévoyant des clauses assez divergentes, mais des traités qui prévoient un recours plus ou moins obligatoire aux nouvelles institutions de l'AE. Donc on voit bien en quelque sorte que l'œuvre de l'AE commence sous l'action des mouvements pacifistes à entrevoir une forme de réalisation. Évidemment, l'œuvre de l'AE, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'elle est très insuffisante et qu'elle ne garantit pas solidement la paix. Et il y a l'idée qu'il faut convoquer une nouvelle conférence de la paix. Et là encore, les mouvements pacifistes vont jouer un rôle important dans la convocation de cette conférence de l'AE deuxième version en 1907. C'est sous l'influence de l'American Peace Society et de l'Union interparlementaire que le président Roosevelt va prendre l'initiative de convoquer une nouvelle conférence de la paix. Et finalement, ça montre bien l'importance nouvelle acquise par les organisations pacifistes sur la scène internationale. Certes, cette conférence va être un peu retardée par la guerre russo-japonaise qui s'est déclarée en 1904, mais finalement, elle va en 1907 réunir 44 États, soit la quasi-totalité finalement des nations, je dirais, civilisées, pour reprendre le terme de l'époque, c'est-à-dire des nations qui ont un gouvernement et qui peuvent se réunir. Il y a évidemment, je dirais, à cette époque-là, les nations européennes deviennent quasiment minoritaires dans ces grandes conférences internationales où apparaissent de nouveaux acteurs. Finalement, avant même la création de la Société des Nations, on va avoir cette enceinte multilatérale qui réunit quasiment tous les États. Et cette fois-ci, Léon Bourgeois va jouer un rôle encore très important, essayant de promouvoir l'arbitrage obligatoire, mais il n'y parvient pas. Là encore, il y a l'opposition notamment de l'Allemagne qui se refuse à cette idée. Mais finalement, cette conférence de l'AE va montrer qu'il y a malgré tout un progrès dans la définition du règlement pacifique des différends. Alors, on peut dire qu'en 1914, au moment où se déclenche la Première Guerre mondiale, l'idée de l'arbitrage n'a pas eu un très grand rôle. Puisque, évidemment, les États ont refusé toutes les procédures pacifiques, je dirais, pour éviter la guerre. La proposition britannique d'une médiation n'a pas été suivie. Et finalement, donc, c'est une guerre atroce qui se déclenche, sans que cela entraîne au sein des mouvements pacifistes une véritable crise de conscience de leur engagement. Au contraire, ils ont l'impression qu'ils avaient raison et que les États, n'ayant pas utilisé les méthodes qu'ils ont préconisées, eh bien, sont arrivés à une guerre épouvantable. Alors en même temps, ces pacifistes, ils sont quand même très marqués par l'engagement de leur pays, et on assiste à cette époque-là à une profonde division entre les pacifistes des deux camps qui s'affrontent. Malgré tout, malgré la guerre, eh bien, la réflexion sur la paix continue de se développer avec une intensité tout à fait remarquable, malgré les ciseaux de la censure dans beaucoup d'États en guerre, mais aussi chez les pays belligérants et non belligérants, les neutres, qui vont aussi beaucoup développer cette réflexion sur la paix, avec l'idée qu'il faut peut-être dépasser le programme très minimaliste de l'arbitrage international et aller peut-être vers un système international plus organisé solidement, et notamment
voir la question des sanctions, puisque l'un des points faibles finalement de l'arbitrage international, c'est que l'État n'était pas obligé vraiment de respecter la sentence arbitrale. Peut-être qu'une forme d'armée internationale permettrait de faire respecter la loi internationale et la décision des arbitres. Bon. Donc une intense réflexion sur la paix. Je prendrai un exemple qui vous est forcément familier, puisque nous sommes ici en Belgique, le pacifiste Henri Lafontaine, président du Bureau international de la paix, qui est exilé aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale et qui va réfléchir à une espèce de constitution internationale, la Manissima Charta, en 72 articles, publiés à Boston en 1916, et qui va connaître un certain succès parmi les sociétés de paix aux États-Unis, et qui prévoit en quelque sorte donc une société d'État qui s'accorderait sur la création d'un pouvoir législatif, d'un pouvoir exécutif et d'une organisation judiciaire internationale chargée d'assurer le règlement pacifique des conflits et dont les décisions seraient au besoin appliquées par une force composée de soldats de toutes les nations membres. Les projets de société-nation vont se multiplier durant la guerre. Et effectivement, les pacifistes verront, au moment de la création de cette nouvelle organisation basée à Genève, le résultat de leurs efforts. Le mouvement pacifiste, qui est la revue publiée par le Bureau international de la paix, écrit en 1920, que la Société des Nations représente l'aboutissement de plus d'un siècle d'efforts et que les sociétés de paix ont, par leur propagande, par les 20 congrès universels qui ont été tenus dans toutes les grandes capitales du monde, contribué à ce résultat dans une mesure qu'aucun esprit ne saurait manquer d'apprécier équitablement. En réalité, cette Société des Nations, telle qu'elle se crée en 1919-1920 ne correspond pas vraiment aux attentes des milieux pacifistes qui avaient davantage imaginé une solution judiciaire au règlement des différends internationaux, alors que le pacte de la Société des Nations donne finalement au pouvoir politique, aux nations et à leurs représentants la charge de trancher les conflits, puisque c'est le Conseil et l'Assemblée de la SDN qui sont chargés de maintenir la paix et de trancher par l'arbitrage les différends qui se poseraient entre les États membres. Et donc on voit bien que la Société des Nations ignore en grande partie l'héritage des conférences de La Haye et, de cette procédure de l'arbitrage international qui s'était développée avant 1914. Pour autant, la Société des Nations va jouer un rôle important dans l'organisation juridique des rapports internationaux et notamment, elle prévoit la création d'une cour permanente de justice internationale qui sera chargée de connaître de tout différend d'un caractère international que les parties lui soumettront. L'idée de l'arbitrage elle-même va reprendre ses lettres de noblesse, puisqu'en 1928, la Société des Nations adopte un acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, qui s'appelle l'acte général d'arbitrage. Et finalement, on a l'impression que la SDN inscrit ses pas dans l'héritage des conférences de La Haye. On est en 1928. Évidemment, la Société des Nations bénéficie de l'évolution favorable des relations internationales, d'une détente qui se met en place dans la seconde moitié des années 20, mais évidemment, la Société des Nations a soulevé beaucoup d'espoir et je dirais que beaucoup des militants pacifistes considèrent que cette Société des Nations n'a pas apporté encore tous les résultats qu'elle laissait entrevoir, et notamment la SDN n'a pas réussi à établir le désarmement général des nations qui est prévu dans son pacte. L'article 8 du pacte de la SDN prévoit expressément le désarmement général des nations. Et finalement, cette conférence du désarmement tarde à se mettre en œuvre, et je dirais qu'il y a tout un courant, une forte campagne qui est menée dès les années 20 et qui culmine autour de 1930 en faveur de cette conférence générale du désarmement.
une grande campagne internationale, transnationale, pour utiliser des mots modernes, qui est mise en place, et notamment la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui prend l'initiative de réunir des pétitions, et dans un nombre tout à fait inédit, puisque 12 millions de signatures sont recueillies par ces femmes, et que ces pétitions sont envoyées à la Société des Nations. Et le président de la conférence du désarmement, qui est le Britannique Arthur Anderson, eh bien, va prendre l'initiative de déposer ces pétitions, hein, ces tas de feuilles qui sont signées par des millions et des millions de personnes, dans les couloirs qui mènent à l'assemblée plénière où se réunissent les États, afin que les délégués des nations sentent sur eux la pression populaire. Cette conférence du désarmement, évidemment, va rapidement s'enliser, du fait notamment des changements politiques survenus en Allemagne en 1933. Et notamment, il est assez paradoxal de noter que le 15 octobre 1933 a lieu à Genève une nouvelle manifestation de masse en faveur du désarmement, qui reçoit des messages de soutien officiels des gouvernements français, britanniques, russes, américains. Le 15 octobre 1933, c'est le lendemain immédiat du 14 octobre 1933, où Hitler a décidé de claquer la porte de la conférence du désarmement et de la Société des Nations. Donc, on voit bien que le combat des pacifistes et des milieux qui sont gagnés de plus en plus nombreux à ce combat pour la paix, eh bien, souffre en quelque sorte d'une évolution très finalement négative des relations internationales, parce qu'il y a cette crise économique et qu'il y a montée des dictatures en Europe. Et on peut dire que finalement, à court terme, dans les années 30, ce combat ne va pas amener à des résultats très concrets. On remarque, et je crois qu'il est peut-être pour moi le temps d'achever, que finalement, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies va finalement reprendre cette idée d'organiser juridiquement les rapports internationaux, d'interdire aux États membres de l'organisation de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. Et finalement, on voit bien combien ces idées, apparues notamment à la fin du XIXe siècle, ont tendance à durer et à marquer de plus en plus les relations internationales. Peut-être finalement que pour juger de l'influence de cette action des mouvements pacifistes, il faut renoncer à se placer sur une temporalité à court terme. C'est vrai que finalement, les pacifistes ont accumulé souvent des défaites. Leurs combats n'ont pas été immédiatement couronnés de succès. Mais sur le long terme, il est indéniable que l'action des militants pour la paix a instillé dans le débat public un certain nombre de valeurs, de normes qui ont fini par façonner nos institutions internationales, et y compris aussi nos institutions européennes, puisque l'influence de ce mouvement pacifiste est incontestable dans l'élaboration d'un certain nombre de principes qui sont nouveaux finalement, à l'échelle de notre histoire européenne. L'idée d'une égalité juridique entre des États souverains, l'idée de la réduction des armements, l'idée de la résolution pacifique des conflits, l'idée finalement d'institutions judiciaires internationales, l'idée finalement d'organisations internationales comme la SDN ou l'ONU, dont on sait qu'elles ont quand même pas mal de difficultés, mais toutes ces idées-là finalement sont désormais installées durablement dans la politique internationale, et il y a là finalement l'héritage de ces combats qui se sont menés à partir de la fin du XIXe siècle et qui ont culminé, dans cette époque de l'entre-deux-guerres qui est très riche du point de vue de l'action en faveur de la paix. Je vous remercie.